Bonjour, je suis Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques et coprésident du réseau international des maisons des francophonies. Bienvenue à ce webinaire consacré au dictionnaire des francophones. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Vous êtes 346 personnes provenant de 40 pays à avoir répondu positivement à cette invitation et nous vous en remercions. Cette rencontre est organisée conjointement par le Centre de la francophonie des Amériques et le Réseau international des maisons des francophonies en collaboration avec l'Institut international pour la francophonie de l'Université de Lyon 3, Jean Moulin, ainsi que de la Délégation générale de la langue française et aux langues de France. D'ailleurs, pour nous dire un mot au nom de la délégation générale, j'invite Annick Lederle à nous dire quelques mots. Merci. Bonjour, je tenais tout d'abord à vous remercier au nom du délégué général Paul De Sinetti, Monsieur Michel Robitaille, pour cette formidable mobilisation autour du dictionnaire des francophones, puisque vous venez de le dire, on est plus ou presque plus de 350 personnes. Un grand bravo pour cette formidable mobilisation. Et merci aux intervenants pour leur disponibilité. Le projet du dictionnaire des francophones est une aventure qui a été lancée en mars dernier depuis la rue de Valois par la ministre Roselyne Bachelot-Narquin en présence de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushiki-Uwabo, du secrétaire d'État auprès de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine, et des principaux partenaires francophones, France Média Monde, TV5 Monde et tous les autres que je ne citerai pas. Comme vous le savez peut-être, ce projet est issu d'une volonté politique qui répond à l'une des mesures phares du plan d'action lancé par le président de la République en mars 2018. Et il a été conçu dès le départ comme un projet collectif. Ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Ce dictionnaire, conçu comme un projet collectif, donc comme je vous le disais, a été piloté par la délégation générale à la langue française et aux langues de France et mis en œuvre par l'Institut international pour la francophonie de l'Université Jean Moulin Lyon 3, avec l'appui du MANUM du CNRS. C'est un objet inédit. C'est un projet politique, mais aussi un projet scientifique, comme vous l'expliquera Bernard Cerchellini, qui dirige en fait le comité d'experts et qui permet aussi, avec un comité d'une vingtaine d'experts, comme il vous le dira, donc de développer des réseaux de réseaux pour enrichir, intégrer de nouvelles données et de nouveaux corpus. C'est un projet également numérique et technologique. C'est un dictionnaire tout en ligne qui n'existe pas du tout sous format papier et dont la consultation peut déconcerter un peu au départ puisqu'il n'y a pas d'entrée par ordre alphabétique. En fait, le dictionnaire des francophones, c'est une immersion dans la langue. Et on s'y promène par sérendipité. Noé Gasparini, qui est ici, vous en dira davantage sur les améliorations ergonomiques, sur l'accessibilité et sur le formulaire de contribution qui sera mis à jour à la rentrée. C'est aussi un projet pédagogique. Il y a déjà de nombreuses ressources en ligne. Je cite notamment le défi du dictionnaire des francophones, réalisé, qui est une application gratuite qui invite en fait à faire entrer le dictionnaire des francophones en classe et qui a été réalisé par le CAVILAM. Qui a réalisé également des fiches pédagogiques auxquelles Mona Laroussi a participé. Et de nouvelles ressources et de nouveaux projets sont en perspective, notamment également avec Véronique Voyer.
numérique collaboratif et évolutif, le dictionnaire des francophones a pour objectif d'illustrer et de faire vivre la richesse de la langue française dans le monde. Ce projet, c'est un peu comme un organisme vivant qui fait que chacun peut l'intégrer, peut le faire évoluer et évidemment l'enrichir. Donc, bien évidemment, nous comptons beaucoup sur vous. Aujourd'hui, le dictionnaire des francophones compte quelques 500 000 termes et expressions du français en provenance de plus de 70 pays. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et nous espérons bien qu'à l'issue de cette conférence, il y aura de nouveaux termes que vous allez proposer. Merci beaucoup, Annick. Je tiens à vous signaler qu'avant de passer la parole aux conférenciers, vous pouvez, pendant toute la durée de ce webinaire, poser des questions, puisqu'il y aura, suite aux différentes interventions, une période de questions et réponses qui sera animée par Luc Paquier, qui est le directeur de la Maison des Francophonies à Berlin, qui est aussi membre du comité de direction du Réseau international des Maisons des Francophonies. Donc, vous utilisez la fonction « Converser » qui est au bas de votre écran et vous pouvez poser vos questions. Donc, les présentations des intervenants et des intervenantes se feront en 4 courts segments de 8 minutes chacun. Celles-ci seront suivies d'une conclusion par le président du comité scientifique du dictionnaire des francophones, qui est d'ailleurs le premier intervenant, M. Bernard Cerchiglini. Celui-ci abordera la genèse de la création du dictionnaire des francophonies et l'approche scientifique retenue pour sa réalisation. Vous connaissez bien M. Cerchiglini, c'est une personnalité bien connu des francophones et francophiles du monde entier grâce à son émission linguistique quotidienne « Merci, professeur » que nous avons tous vu et qui est diffusée sur TV5 et TV5 Monde. M. Cerchiglini fut recteur de l'Agence universitaire de la francophonie de 2007 à 2015 et parmi les nombreuses autres fonctions qu'il a occupées, notons celle de délégué général à la langue française et aux langues de France et de président de l'Observatoire national de lecture. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, et bravo pour cette très heureuse initiative qui permet à plus de 350 personnes de connaître le DDF et j'espère de se l'approprier. Annick vient de expliquer brillamment ce qu'est le DDF. Il me revient d'en expliquer l'esprit. C'est le dictionnaire de notre temps, le dictionnaire de langue française de notre époque. Il résulte des noces fécondes, du numérique et de la francophonie. Il fallait un dictionnaire pour la langue française de ce type. D'abord parce que la langue française, c'est une langue de dictionnaire. On a toujours fait des dictionnaires en abondance depuis le XVIIe siècle. Et avec une problématique qui a été mise à place au XVIIe siècle. D'un côté, les dictionnaires puristes qui donnent le droit, qui définissent la bonne langue, exemple celui de l'Académie française, et les dictionnaires descriptifs qui élargissent le plus possible leur champ. Exemple à la même époque, celui de Furetière. Et Furetière, qui avait préparé un dictionnaire s'ouvrant au langage populaire, familier, technique, provincial, a été exclu de l'Académie française. Si on tire sur le fil Furetière, qui est le nôtre, bien sûr, on pourrait dire que depuis, on a cessé d'élargir la description du français. Au XVIIIe siècle, avec l'encyclopédie, on a décrit tout un vocabulaire technique et scientifique qui existait, mais qu'on n'avait jamais donné de description. Au XIXe siècle, Larousse, dans son grand dictionnaire, a été le premier à rendre compte de l'état du français tel qu'il se parlait en France. Langue familière, argotique, langue des métiers, des professions, langue technique, provincialisme, etc. Larousse a ouvert largement le domaine du français de France. Que s'est-il passé un siècle plus tard? Il s'est passé un siècle plus tard que
pour citer le président de la République Emmanuel Macron dans un très beau discours prononcé le 20 mars 2018 devant l'Académie française, le français s'est émancipé de la France. Il y a plus de locuteurs natifs en dehors du berceau linguistique, France du Nord, Belgique du Sud, que dans ce berceau, en dehors de ce berceau, que dans ce berceau. On parle naturellement français partout. Dans le film que l'on a entendu tout à l'heure, on a cité 38 millions de francophones et francophiles en Amérique du Nord. Le français s'est émancipé, il est mondial et il est divers et il est riche. Et cette diversité, il faut la décrire. Au fond, c'est rendre hommage à notre maître, Pierre Larousse, en élargissant au monde ce qu'il a fait. Mais dès lors, comment le faire par un dictionnaire papier? Même un dictionnaire de 20, 50 volumes, ce n'est plus la question. Il a fallu passer au numérique. Le numérique donne l'intelligence et l'expression de cette richesse. Car cette richesse, elle est en mouvement. Elle est en mouvement dans l'espace, dans le temps. Le numérique, par sa souplesse, peut donner une image mouvante, rapide de ce français dans sa richesse et de sa diversité. Donc, le président de la République, Emmanuel Macron, a, et c'est une tradition en France depuis Richelieu, passé une commande d'un dictionnaire d'État. Richelieu avait commandé un dictionnaire puriste de papier à l'Académie. Nous avons suggéré au président de commander un dictionnaire totalement descriptif, totalement ouvert et numérique du français du monde. L'intérêt du numérique, c'est d'une part le volume. On peut rentrer beaucoup de mots. Et Annick l'a dit, 500 000 mots déjà. Nous passerons à 1 million, bien sûr, car il s'agit de compiler. Premier acte, il est cumulatif. Il y a beaucoup de corpus existants sur Internet. Il faut donner accès à ces corpus et compiler. J'y reviendrai en conclusion. Nous donnons accès à tout ce qui existe sur Internet concernant la langue française par cumulation, et c'est le génie de Noé et de son équipe d'avoir conçu l'outil numérique qui permet de faire ça. Une compilation colossale de toutes les variétés, de tout ce qui est possible. Nous voulons avoir des millions de termes. Bien. Et le numérique permet l'interactivité, chose à laquelle n'avait pas pensé Pierre Larousse, car à son époque, les dictionnaires étaient faits seulement par des experts. Et il faut des experts. J'ai l'honneur de présider un groupe d'experts, mais il faut que tout le monde puisse compléter. Et le deuxième aspect du dictionnaire, il est coopératif. Vous le téléchargez, il est à vous, et vous pouvez rentrer des mots de votre région, de votre ville, de votre famille, vous pouvez le compléter. Déjà, depuis le lancement, environ 500 mots sont rentrés dans le dictionnaire. Entre nous, tout le monde en a rentré un. J'en ai rentré un moi-même. C'est un très grand plaisir. C'est pour ça qu'il s'appelle dictionnaire des francophones. On se l'approprie. Il faut s'approprier, il faut rentrer des mots, demander à vos élèves, à vos étudiants, à vos amis, à tout votre réseau aujourd'hui qui nous écoute, de rentrer du vocabulaire. L'idée, c'est la richesse. Mais bien sûr, il y aura un groupe de relecture. Forcément, les linguistes vont relire, classer, mettre un peu d'ordre, récupérer. C'est normal. Les réseaux Internet jouent comme ça. Mais nous jouons la carte de la richesse, car la diversité est une richesse, de la parité, décentrement. Toutes les variétés de français ont la même valeur. Et grâce à la géolocalisation, on sait où vous êtes. Si vous êtes au Québec, vous aurez le sens québécois d'abord. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous aurez le sens ivoirien. Décentrement. Là aussi, Pierre Larousse n'y aurait pas pensé. Pierre Larousse serait heureux de voir le DDF, j'imagine. Et enfin, qualité, car un conseil scientifique a suivi de près ce dictionnaire qui a été préparé par des linguistes, des informaticiens, qualité de A à Z. C'est un bel objet dont la francophonie peut et doit être fière. J'ai fini pour l'instant. Merci, Monsieur le Président. Et vous venez déjà d'enrichir votre réseau de partenaires de quelques centaines de personnes. Donc, vous voyez que ce webinaire servira
à alimenter ce merveilleux dictionnaire. Nous allons maintenant aborder les principes d'utilisation du dictionnaire des francophones et ses applications possibles avec Noé Gasparini, chef de projet du dictionnaire des francophones. Monsieur Gasparini est un jeune lexicographe et wikimédien œuvrant à l'Institut international pour la francophonie de l'Université de Lyon 3 depuis 2018. À vous la parole. Merci. Alors, oui, moi j'ai rejoint le projet assez tôt et je venais avec une approche terrain à la base. J'étudiais des langues sur le terrain et puis j'utilisais les outils numériques. Et l'idée de cet outil-là, c'est de mêler ces deux approches-là et de ne pas faire seulement un objet numérique, mais un objet qui rentre dans le quotidien des gens, qui soit utilisable, appropriable, individualisable dans son usage, mais sans limiter et sans traquer les usages des gens. Donc, il n'y a pas du tout de publicité, évidemment. Il n'y a pas de collecte de données personnelles. On laisse juste les gens explorer en leur proposant d'indiquer leur lieu de vie pour que les définitions les plus appropriées soient présentées en premier. Mais toutes sont présentes. Donc, si vous indiquez que vous êtes au Mali, vous avez toutes les définitions du français du Mali, mais aussi d'ailleurs. Et l'idée de ce projet, c'est qu'il répondait à un besoin qui est que dans beaucoup de pays francophones, il n'existe pas de dictionnaire dédié à l'usage du français dans le pays. Donc, il y a des dictionnaires de particularisme, mais pas du français parlé dans le pays, incluant les particularismes. Il y a quelques exceptions, hein, la France, bien sûr, le Québec avec Usito, mais c'est un peu les rares pays qui possèdent leur propre dictionnaire. Et l'idée du dictionnaire des francophones, c'est de permettre la production de nouveaux dictionnaires pour des nouveaux lieux. Donc, dans l'interface en ligne, ce que permet le dictionnaire des francophones, c'est de vérifier l'orthographe d'un mot, ce à quoi servent tous les dictionnaires, mais d'obtenir évidemment beaucoup de définitions en commençant par les usages régionaux et puis d'aller vers de nouveaux sens inconnus. Donc, d'élargir son vocabulaire, de découvrir des synonymes, des mots liés. Et nous, ce à quoi on a travaillé, c'était à faire une base de connaissances sur les mots en liant tout ça et en essayant de créer un maximum de relations entre les définitions. Ça permet de découvrir la diversité de la langue française, de se rendre compte qu'elle est parlée de multiples manières partout dans la francophonie, avec des visions du monde et des grilles pour dire le monde qui diffèrent selon les endroits dans la francophonie. Et on espère que la consultation permet de s'en rendre compte en donnant accès, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, plus de 470 000 entrées dans le dictionnaire, sans compter les formes fléchies, donc les formes conjuguées du verbe, sinon on arrive à 2 millions en les comptant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les définitions rédigées et on espère que le grand public va aller en ajouter pour augmenter ça par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques sur la façon dont le site existe. Ça s'inscrit dans les démarches du web sémantique avec une base de données structurée. Ça, c'est les grands moteurs. Mais pour vous donner un peu une information quand même, c'est que c'est des données structurées dessous qui sont dans un moteur qui fait tourner ça, qui est très coûteux, qui est très lourd et qui est porté par le CNRS parce que c'est une grosse infrastructure derrière. Et on est très heureux d'avoir ce soutien-là pour pouvoir mettre en place cette grosse infrastructure. Donc aujourd'hui, c'est un site internet, c'est des applications mobiles. Vous pouvez consulter 7 ressources actuellement. On est en train de travailler à l'intégration de ressources supplémentaires. Donc des ressources, c'est des ouvrages déjà publiés ou des bases de données déjà publiées qu'on a intégrées. Il y a eu un gros travail pour les mettre en forme de manière à ce qu'elles soient lisibles sur l'écran. Et on continue à intégrer des ressources. Et puis on a travaillé sur un formulaire de contribution pour que le grand public puisse apporter de l'information. On travaille à l'améliorer. Il y a une nouvelle version qui sort bientôt. Et on travaille aussi sur d'autres fonctionnalités puisque le projet est sorti il y a 3 mois, à peine 3 mois. Et donc là, on continue à veiller à son développement. On travaille sur un objet qui va perdurer, qui va s'inscrire dans les usages et on espère amener de nouvelles fonctionnalités qui plairont aux personnes qui vont l'utiliser. On est en train de travailler sur l'intégration des prononciations, donc de fichiers audio qui permettront d'entendre la prononciation des mots. Et on espère que pour chaque mot, avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de prononciations venant des différents endroits du monde et permettre à tout le monde de se rendre compte de la diversité des accents. Et puis, on voudrait présenter les informations sur une carte pour montrer jusqu'où sont utilisés les sens des mots, qui partage ce sens des mots, quel est le français commun plutôt que le français de la norme, et donc de montrer que les normes sont diverses selon les aires géographiques et les aires culturelles, et donc de projeter ça sur des cartes. On travaille beaucoup sur ces aspects-là. Et puis sur un aspect enfin qui est sont les espaces de discussion, puisqu'au-delà des données sur les mots, il y a un discours sur la langue et on veut permettre à l'ensemble des francophones de participer à ces échanges, à ce discours sur la langue et de construire ensemble
d'échanger sur ce qui est la norme en discutant de cette norme-là, des usages, de dire mais moi je ne le prononce pas comme ça, et d'avoir un espace plus ouvert que ce qui est actuellement en ligne, qui est un formulaire de contribution un peu froid, quoi. Donc là, on travaille sur tout ça. Et puis, parallèlement à tout ce développement technologique, on travaille à ce que ces données-là puissent être réutilisées, puisque une grande partie de ces données sont libres, et donc de libre circulation, de libre réusage, aussi bien pour des applications pédagogiques que ludiques, mais aussi dans le but de favoriser la recherche sur l'étude du langage, donc sur l'étude de la langue française partout dans le monde et son enseignement, et puis de viser ensuite des réusages aussi dans le but d'imprimer des ouvrages éventuellement. Donc notre travail, il est aussi d'accompagner ce type d'initiative. Et on va avoir comme ça une activité qui est très variée, et le grand public va surtout voir l'objet final autour duquel s'agit tout un ensemble institutionnel et académique qui produit autour de l'objet beaucoup d'activités, et on espère aussi des ateliers qui pourront se faire pour accompagner sur place les gens pour qu'ils puissent enrichir, des ateliers pour enregistrer les prononciations, pour collecter des écrits francophones pour que les exemples d'usage reflètent la variété de la littérature francophone. Voilà un peu les grandes dynamiques dans lesquelles on s'inscrit et autour desquelles on travaille actuellement pour le dictionnaire des francophones. Merci beaucoup, Noé. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à nos conférenciers, vous pouvez le faire en utilisant la fonction « Converser » qui se trouve au bas de votre écran. Et notre ami Luc Paquier va bien analyser tout ce qui est dit et transmettre vos questions aux conférenciers. Nous allons maintenant entendre Mme Véronique Voyer, qui présentera la vision québécoise du dictionnaire et l'impact que celui-ci peut avoir sur les francophones et francophiles des Amériques. Elle abordera également le néologisme du corpus. Madame Voyer est membre du comité de direction de l'Office québécois de la langue française et directrice générale des services linguistiques. Elle a notamment sous sa responsabilité l'évaluation du français pour les ordres professionnels du Québec. À vous la parole, Madame Voyer. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse de participer au webinaire aujourd'hui et d'avoir l'occasion de faire la promotion du dictionnaire des francophones, mais plus particulièrement de contribuer à la valorisation des variétés du français et notamment celles du Québec. Donc, dans un premier temps, je prendrai quelques instants pour vous parler de la contribution de l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, au projet du dictionnaire des francophones. Et par la suite, j'aimerais mettre en lumière certaines incidences positives qui vont pouvoir découler de l'utilisation du dictionnaire. Donc, tout d'abord, d'entrée de jeu, je dois dire que l'Office est très heureux d'avoir été l'un des premiers partenaires contributeurs au contenu du dictionnaire des francophones en offrant un corpus qui permettait de mettre en valeur des particularités linguistiques de l'Amérique du Nord. Plus particulièrement, l'Office a offert une sélection de plus de 4000 termes et définitions issus du grand dictionnaire terminologique qui permettent de mettre en valeur des termes qui étaient propres à un usage au Québec ou au Canada. Donc, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, j'ai pensé qu'il serait surtout intéressant d'entendre des exemples des variétés linguistiques qui sont mises en lumière par le Québec dans le dictionnaire des francophones. Alors, si vous permettez, je vais prendre le temps de vous citer quelques-uns de ces exemples-là. Alors, saviez-vous qu'au Québec, les enfants jouent dans un carré de sable ou encore au ballon chasseur, alors qu'en Europe, ils jouent dans un bac à sable ou encore au ballon prisonnier? Vous avez bien compris qu'on parle exactement des mêmes jeux, mais que les mots pour le dire varient d'un continent à l'autre. Et de leur côté, les bébés, eux, au Canada, portent des bavettes, alors qu'ailleurs, en francophonie, on dira plutôt qu'ils portent des bavoirs. Et au Québec, on ira faire ses courses à l'épicerie et non pas au supermarché. Et quand il fait froid, ce qui peut arriver plus souvent au Québec qu'ailleurs, vous en conviendrez, eh bien, on porte la plupart du temps un foulard et non pas une écharpe. Alors, ce ne sont là que quelques-uns des milliers de termes issus du grand dictionnaire terminologique qui permettaient de mettre en valeur un usage propre au Québec et au Canada qui sont maintenant disponibles et accessibles dans le dictionnaire des francophones. Par ailleurs, pour constituer le corpus qui a été diffusé dans le dictionnaire des francophones,
L'OQLF a également sélectionné environ 1600 néologistes qu'il répertorie et qu'il crée afin de les diffuser, le rendre disponible dans le dictionnaire des francophones. Ça a été dit un peu plus tôt, mais j'y reviens. Le dictionnaire des francophones a l'avantage d'être numérique. Donc, il permet d'être enrichi rapidement et d'avoir des mises à jour en continu. Cette flexibilité-là, elle concorde avec l'approche terminologique qui est prônée par l'Office, qu'on appelle en terminologie le juste à temps. En fait, le juste à temps, c'est la possibilité de créer et de diffuser rapidement un mot pour répondre à un besoin de dénomination d'un nouveau concept ou d'une nouvelle réalité et ainsi de permettre aux locuteurs de l'utiliser rapidement. Ça permet donc de favoriser l'utilisation de termes français et de contrer l'utilisation d'emprunts. Et vous comprendrez dans ce contexte-là que l'Office était très heureux de pouvoir élargir la diffusion de ces néologismes au-delà des frontières du Québec. En fait, on pense qu'en élargissant la diffusion des néologismes, ça pourra contribuer à leur implantation ailleurs dans la francophonie, mais également contribuer à la vitalité de la langue. Donc, je vais aussi prendre le temps, si vous permettez, de vous citer quelques exemples de néologismes qui ont été créés par l'Office québécois de la langue française et qui sont maintenant accessibles dans le dictionnaire des francophones. Par exemple, bon, vous le voyez dans le bandeau de navigation, quand vous avez la fonctionnalité en anglais, on voit souvent le terme chat. Tantôt, on a parlé de converser. Eh bien, l'OQLF, lui, avait proposé clavardage, un mot valise créé avec le mot clavier et bavardage, alors que c'est le terme dialogue en ligne qui est plutôt recommandé par la Commission d'enrichissement de la langue française en France. Au Québec, on ne publiera pas de hashtag dans les réseaux sociaux. On parlera plutôt de mots-clics, alors qu'en France, l'utilisation d'un mot dièse est privilégiée. Et si vous aimez écouter des podcasts, eh bien, vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'il y a des mots français qui existent pour les désigner. On parlera notamment de balado au Québec et d'audio en France. Et si vous avez déjà été pris au piège en ouvrant un courriel par une technique de fraude qu'on appelle le phishing en anglais, eh bien, vous serez heureux d'apprendre qu'on peut parler de hameçonnage au Québec, alors qu'il sera de question de filoutage en France. Alors, ce ne sont que quelques-uns des exemples des néologismes qui se sont implantés au Québec dans les dernières années et qui sont maintenant mis en lumière dans le dictionnaire des francophones. Mais il y a probablement aussi des mots nouveaux que vous n'avez peut-être pas eu encore l'occasion d'entendre. Par exemple, aéro-abstinent, aéro-culpabilité, ouverture pivot, hyper-trucage ou encore le pouce du texteur. Si j'ai piqué votre curiosité, bien, je vous invite à aller dans le DDF, consulter ces entrées-là pour connaître leur définition. Maintenant, je vous dirais que l'OQLF a fourni un corpus de plus de 4000 termes, mais nous souhaitons contribuer à son enrichissement en continu. Donc, les travaux des spécialistes de la langue au Québec, les spécialistes de la langue mènent des travaux en terminologie annuellement. Notamment, ils produisent des vocabulaires thématiques dans des domaines en émergence afin de rendre disponible rapidement de la terminologie en français. Par exemple, on travaille actuellement sur des vocabulaires en réalité virtuelle ou encore, on a produit tout récemment des néologismes pour les nouvelles disciplines des sports olympiques, en planche à roulettes, en surf ou en vélo-cross. Donc, ces néologismes-là pourront être transmis très rapidement à l'équipe du dictionnaire des francophones afin de les intégrer. En terminant, je vous dirais que si le DDF aura des incidences positives non seulement pour le Québec, comme vous avez pu le voir avec les exemples que je vous ai donnés, en contribuant notamment à la découvrabilité des contenus linguistiques du Québec, mais également il pourra avoir des incidences positives pour toutes les communautés francophones du monde. Premièrement, par sa vocation participative, le DDF offre une voix aux communautés francophones, notamment celles en milieu minoritaire, pour documenter leurs particularités linguistiques et pour les faire connaître. Donc, c'est un outil qui va permettre de répertorier des variétés du français qui sont très riches et qui sont très précieuses et qui va donc permettre de promouvoir et de protéger ces patrimoines linguistiques. Deuxièmement, j'aimerais mentionner qu'en valorisant la variation géographique du français et en mettant en lumière sa diversité et sa richesse, le dictionnaire des francophones pourra certainement contribuer à contrer l'insécurité linguistique.
Il permettra aux différentes communautés francophones de mettre en valeur leurs différences, mais tout en affirmant leur appartenance à la francophonie. La valorisation de ces variations pourra certainement insuffler un sentiment de fierté et un sentiment d'appartenance. Et cet outil pourra aussi certainement contribuer au rapprochement des communautés de toute la francophonie. Et d'ailleurs, je pense que le webinaire d'aujourd'hui en témoigne très bien avec des participants et des participantes de plus de 40 pays. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller naviguer pour découvrir d'autres particularités du Québec, mais également de tous les pays francophones qui contribuent à alimenter le dictionnaire. Et comme ça a été mentionné précédemment, je pense que l'important, c'est de le relayer dans vos réseaux et surtout d'y collaborer, de l'enrichir pour contribuer à son plein potentiel. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Et nous avons certainement de plus en plus le goût d'aller dans ce dictionnaire des francophones. Notre prochaine intervenante est Mme Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation de l'OIF et basée à Dakar. Mme Laroussi a été directrice exécutive de l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie et de la connaissance et la formation à distance, ainsi que de l'Agence universitaire de la francophonie à Tunis. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université de Carthage en Tunisie et à l'Université de Lille en France. Elle nous parlera plus particulièrement du réseau Réflexe ainsi que de l'enrichissement et de l'exploitation du dictionnaire. À vous la parole. Merci, merci. C'est difficile de parler après tout ce monde-là parce qu'il ne me reste plus beaucoup de choses, mais on va essayer de faire le point et puis d'être complémentaires. En tout cas, j'étais impliquée dans cette belle aventure, et je dis la belle aventure du DDF dès le départ avec M. Serkiklini et Noé également. Et c'était pour moi un grand plaisir de voir le petit noyau, la petite idée se concrétiser et d'être sur mon téléphone. Et ça, c'est super. Donc, de voir tout ce processus-là, c'est vraiment magnifique. Après, je peux vous dire, moi, je suis au Sénégal, là, j'habite au Sénégal, la fierté qu'ont des Sénégalais en découvrant des mots de chez eux en regardant sur un téléphone. Et ça, personne ne peut vous le rendre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. J'ai peut-être une petite anecdote entre deux mots. Moi, en arrivant au Sénégal, j'étais invitée comme parent d'élèves, bien sûr, à des réunions. Et l'enseignant, il présente le cours de maths et dans un tournant, il dit certaines formules sont à parqueriser. Ah, j'ai dit, c'est quoi ce parqueriser là? Moi, je suis complètement paumée. Et puis, tout le monde avait l'air de comprendre. Bon. Et donc, j'ai compris en sortant de la salle de classe que parqueriser, c'est apprendre par cœur. Voilà. Donc, c'est un mot qui rentre et qui peut être intéressant parce que finalement, c'est vrai, pourquoi pas? Et donc, du coup, tous ces petits mots que j'ai appris à connaître, après j'ai appris à aimer parce que c'est comme ça qu'une langue s'enrichit, c'est avec ces petits mots qui viennent d'une autre forme de français et tous ces mots-là font que la langue française est très belle et cette langue française qui est très belle, on la retrouve dans ce dictionnaire qui est un outil très intuitif, très facile à utiliser. Donc, en reprenant les mots de Véronique, il faut juste cliquer sur un mot-clic ou un mot dièse ou hashtag DDF et vous allez retrouver l'application pour la télécharger. Donc, en passant sur cette publicité, on va aller dans le cœur du sujet. Comment ce dictionnaire des francophones pourrait être enrichi? Tout à l'heure, le professeur Bernard Serkiklini, notre recteur, a parlé d'un enrichissement automatique. C'est vrai que c'est extensible, c'est évolutif. Chacun peut proposer un mot. Il y a bien sûr un comité, c'est comme une modération. Donc, chacun peut ajouter un mot qu'on retrouvera rapidement dans le dictionnaire. Mais c'est surtout aussi, il y a tout un réseau qui va se mettre en place sous la direction de ma chère amie Gabrielle Le Tallec et monsieur le professeur Bernard Serkiklini, le réseau Réflexe, réseau francophone des lexicologues. C'est un réseau rattaché à l'Institut international de la francophonie, 2IF. On l'a bien cité aujourd'hui, 2IF. Et que ce réseau fédérera les experts linguistes en lexicologie autour du DDF de façon collaborative et évolutive. Et puis, j'ai aimé un peu les missions de ce réseau qui peuvent se résumer en 3 mots: relire, contribuer et diffuser. Donc, en fait, c'est les 3 mots qui constituent l'essence de ce DDF. Relire parce qu'on ne peut pas, pour identifier les correspondances, relire pour mieux
retrouver les bons mots, relire aussi pour trouver la géolocalisation et bien identifier le mot et l'expression dans son contexte, contribuer en créant des experts, des groupes d'experts qui se chargeront de la collecte d'expressions et puis diffuser en mettant en place des institutions de diffusion derrière. Nous avions, malheureusement, la Covid nous a arrêtés, nous avions comme objectif l'année dernière de regrouper tous les lexicologues de l'Afrique de l'Ouest à Dakar ou ici à l'IFEF pour pouvoir les former à l'utilisation du dictionnaire pour qu'ils puissent être autonomes sans passer par Noé et son équipe, mais pour être vraiment autonomes. Et donc, malheureusement, la Covid nous a un peu retardé, juste retardé. On va le faire, mais ça sera dans les prochains mois ou sinon, si ça continue, on va le faire en ligne. Donc, après cette partie-là de l'enrichissement du dictionnaire, je voudrais aussi parler de l'exploitation. Donc, comment on peut parler de l'exploitation de ce DDF? Moi, je travaille à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Donc, vous comprenez que la partie pédagogique est très importante dans ma vie. Et donc, ce dictionnaire pourrait être exploité dans la salle de classe. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, qu'on avait un gros dictionnaire en fond de la salle qu'on voulait consulter quand on n'avait plus envie de suivre le prof. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, du coup, ça va être un outil pour les jeunes d'aujourd'hui. Vous savez que les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'immédiateté et surtout post-Covid. Donc, je pense que le DDF leur offre cette immédiateté et ils ne veulent plus parcourir les feuilles pour trouver un mot. On tape un petit mot, on le trouve donc rapidement. Donc, le DDF offre cette possibilité. Donc, nous proposons dans le cadre de notre mission à l'IFEF une formation à l'usage du DDF avec des activités pédagogiques que nous pouvons intégrer dans le curricula. Et d'ailleurs, pour ça, nous nous sommes rapprochés de Kavilam pour mettre en place des fiches pédagogiques pays, parce que nous avons l'initiative à la formation à distance des maîtres qui est présente dans 16 pays actuellement. Les 16 pays sont tous dans le TDF et chaque pays aura sa fiche pédagogique avec les mots du pays. Et imaginez la fierté de l'enseignant et de l'élève derrière quand il retrouve des mots de son vocabulaire dans son dictionnaire, dans sa salle de classe. Et cet usage aussi, ça va être également dans le portail Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, où on mettra en place des fiches pédagogiques pour un peu relativiser les stéréotypes, reprendre un peu les stéréotypes qu'on retrouve dans les pays à l'égard des femmes, faire en sorte que les enseignants mettent en valeur ça dans leur salle et pour qu'ils animent correctement la salle de classe en tenant compte de l'égalité femmes-hommes, mais également en produisant des ressources pédagogiques en se basant sur des expressions locales et en montant un peu à travers ces expressions locales un cours sur la base de l'égalité femmes-hommes. Donc, on travaille un peu dans l'intégration du DDF dans les fiches pédagogiques, que ce soit dans les programmes IFADEM ou dans Relief. En terminant un peu mes propos, parce que vous m'avez accordé 8 minutes, je ne veux pas déborder sur les 8 minutes, je vous invite tous à télécharger le DDF, comme tout le monde m'a dit, mais moi surtout, je vous invite, et puis que j'ai vu que la majorité sont des enseignants, à vraiment l'intégrer dans vos cours, dans votre animation de salle. C'est très important, ça répond aux besoins de la génération 2021, un peu du siècle 2021, qui adorerait ce genre de portail et qui pourrait aussi l'enrichir, puisque les mots viennent des enfants et viennent des parents et qui peuvent être le socle d'un enrichissement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mona. Je félicite les 4 intervenants. Vous avez respecté le temps de façon, je dirais, religieuse, comme on dit au Québec. Alors, maintenant, Monsieur le Président du comité scientifique, à vous de dire les quelques mots de conclusion avant de passer à la période de questions et réponses. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont en attente. À vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et cher Michel. Ma conclusion sera brève, car les interventions ont été brillantes et ont montré que le DDF, c'est vraiment le dictionnaire de langue française de notre époque. Il met en œuvre toutes les vertus du numérique, la souplesse, l'interactivité, l'évolution constante, l'aspect cumulatoire, ainsi de suite. Nous avons joué, et bravo à l'équipe qui l'a conçu, nous avons joué de toutes ces vertus. Mais il s'appelle Dictionnaire des francophones, à dessein. Il ne sera donc vivant que si tout le monde se l'approprie. C'est bien le but de ce webinaire. Il faut que chacun, en sortant, télécharge le dictionnaire
et y contribue. Deux façons d'y contribuer. Dans tout le monde, en entrant des mots. Mona, je vous le promets, dès que les caméras sont coupées, je fais entrer parkeriser dans le dictionnaire. Discrètement, je viens de vérifier, à ma grande honte, il n'est pas dans le DDF, il le sera dans 20 minutes. Donc chacun a des mots de sa famille, de sa région. Il faut s'exercer, c'est un grand bonheur. Chacun rentre des mots. Et exercice pédagogique pour les collègues qui nous écoutent, on peut, et Mona l'a montré, une exploitation pédagogique dans la dignité et dans le bonheur peut se faire. Chaque variante du français a la même dignité. Et donc, je vous invite à le faire. Et puis, pour peut-être un plus petit nombre de personnes qui connaissent des ressources linguistiques, s'il vous plaît, joignez-nous. Nous sommes à l'affût de ressources linguistiques de qualité existant sur Internet ou numérisables pour compléter notre dictionnaire. Nous voulons rentrer le plus de choses possible. Bien sûr, pour le français d'Amérique du Nord, l'Office québécois de la langue française a été un partenaire éminent, décisif dès les premiers jours, et je voudrais le remercier de nouveau dans la personne de Véronique. Nous avons de la variante québécoise du français, tout ce qu'il faut dans l'innovation, c'est parfait. Maintenant, il y a sans doute des ressources dans d'autres variantes. Je pense au français d'Acadie. Sans doute, il y a des lexiques à récupérer, des dictionnaires. À l'université de Moncton, les juristes ont beaucoup travaillé sur le français d'Acadie dans le domaine du droit. En les contactant, peut-être nous aurons des ressources. Il y a sans doute des lexiques du français acadien que l'on peut récupérer. Et puis la Louisiane, qui est chère à Michel Robitaille et à moi, il y a aussi sans doute des bonnes ressources en Louisiane. Et je pense que l'institution que dirige brillamment Michel Robitaille peut nous servir de pivot pour contacter des collègues qui ont fait des enquêtes, qui ont des lexiques que l'on peut numériser et récupérer. J'ai dans ma bibliothèque, Michel, peut-être que tu le connais, ce Dictionary of Louisiana French dirigé par Albert Waldman. C'est un chef-d'œuvre. Il a été publié à University of Mississippi Press il y a quelques années. Peut-être que l'University of Mississippi Press est prête à nous vendre les droits et à nous donner nous fournir les données, ce serait magnifique. Et donc, je fais un appel à Michel, à toute son équipe, pour qu'ils essayent de récupérer le plus de ressources possible en Amérique du Nord, puisque ce webinaire est à l'initiative de l'Amérique du Nord. Mais il y a des collègues du monde entier qui sans doute connaissent des ressources, compléter ce dictionnaire. Il doit être riche pour pouvoir être l'illustration de la richesse du français. Nous voulons des millions de mots et nous les aurons, ces millions. Voilà, j'ai terminé. Il est 45. Ouais, Michel, merveilleux. nous respectons le... Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Le webinaire est bien sûr à l'initiative du Centre de la francophonie des Amériques, mais également du Réseau international des maisons de la francophonie. Et je suis persuadé que dans les Amériques, on pourra motiver des partenaires. Je pense notamment à l'Université Saint-Boniface au Manitoba, l'Université de l'Ontario français. Vous savez que c'est une nouvelle université qui est membre d'ailleurs du Réseau international des maisons des francophonies. Et oui, on ira voir du côté du Mississippi, du côté de l'Université de la Louisiane à Lafayette également, avec Barry Ansley, qui certainement pourra nous aider. Mais maintenant, c'est à Luc de prendre le micro et de vous faire part des multiples questions qui ont été posées pendant vos interventions. À toi, Luc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de participer à ce moment. Je tenais vraiment à remercier les intervenants pour leur présentation extrêmement claire. Des centaines de commentaires. Alors d'abord, beaucoup de félicitations à la fois pour l'organisation de ce webinaire. Donc je renvoie ça à Michel, aux équipes et aux intervenants. Et beaucoup aussi de félicitations pour cette initiative du dictionnaire. Plusieurs questions, alors j'ai essayé de les condenser rapidement. Jean de l'Acadie qui demande s'il y a une place dans ce dictionnaire spécifique pour l'étymologie des mots répertoriés. Donc je voulais savoir qui pouvait y répondre, s'il vous plaît.
peux répondre. Je discutais tout à l'heure sur la place de la discussion autour des données. Et l'étymologie n'est pas une donnée pour nous, c'est aussi une discussion sur la langue, puisqu'il y a différentes hypothèses étymologiques. Et des ressources qu'on a intégrées intègrent des analyses étymologiques qui vont s'intégrer dans les prochaines versions du dictionnaire des francophones. Là, il y en a un petit peu, mais pour l'instant assez peu. Dans les ressources qui ont été intégrées, il y a peu de travaux sur l'étymologie, et donc ça sera à venir. Énormément, mais je pense que Bernard y a répondu de façon assez claire, mais peut-être vous aurez envie d'apporter des éléments complémentaires. Germain, Jacques, par exemple, ou Naomi ont posé la question de qui valide chaque entrée, quels sont les contrôles de qualité et qui peut s'assurer de l'exactitude des définitions qui sont proposées. Si vous pouviez revenir sur ces petites interrogations qui reviennent régulièrement. Je vais y revenir, mais Noé aussi sans doute. Nous faisons le pari du numérique, du réseau, de la coopération. Voilà, c'est vrai que c'est une rupture épistémologique. Jusqu'à nous, un dictionnaire était fait par un dictionnériste, Littré, Larousse, etc. Bien sûr, nous jouons la carte de la contribution. Alors, cela dévertue. Nous allons accueillir du vocabulaire dans sa richesse, dans sa nouveauté, dans son mouvement. C'est parfait. Mais on connaît tous les inconvénients, c'est-à-dire tout le monde peut rentrer un mot, se tromper, ou rentrer un mot odieux, naturellement, bien sûr, ainsi de suite. Donc, nous jouons la carte du contrôle, bien sûr, contrôle automatique. Et Noé va le dire, c'est-à-dire qu'il y a de façon quasiment permanente un premier contrôle pour éliminer tout ce qui relève du racisme, de la misogynie, de tout ce qui est odieux, haïssable, c'est éliminé tout de suite, bien sûr. Et dans un deuxième temps, il me revient au conseil scientifique de mettre en place une équipe de relecture. Et cette équipe, Mona l'a dit, sous la direction de la professeure Gabrielle Le Tallec, on va créer un réseau qui s'appelle le réseau Réflexe, formé de linguistes, au départ en Afrique, parce que c'est la nouveauté qui nous intéresse le plus, le français en Afrique, de relecteurs, des linguistes, des doctorants, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui vont une fois par semaine regarder, jeter un œil, pas forcément pour le contrôle, c'est aussi parce qu'on ne sait pas forcément écrire un article de dictionnaire pour réécrire l'article, pour aider, une belle contribution. Mais au départ, c'est la spontanéité, la récolte, la cueillette de vocabulaire, et ensuite la mise en forme sous forme de dictionnaire. C'est une chose qui va se faire et j'avoue que tous les linguistes que nous avons contactés sont ravis de participer à ce réseau Réflexe car c'est un bonheur pour eux et pour elles de voir un vocabulaire en action, en essence et d'exercer leur profession d'analyse. Comme dirait Noé, ils vont acquérir aussi des données, c'est pas rien. Je passe la parole à Noé. Oui, globalement, la réponse a été donnée, mais j'ai vu une autre question qui demandait la comparaison à Wikipédia et je vais faire le lien du coup sur la réponse. Wikipédia, c'est plutôt une encyclopédie. Le dictionnaire des francophones, c'est un dictionnaire. Et donc en ça, c'est des objets de nature différente, parce que dans le dictionnaire, on parle de la langue. Mais à côté de Wikipédia, il y a le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire collaboratif aussi. Et les deux objets sont différents, puisque dans le Wiktionnaire, c'est un bloc-notes, en gros, une zone de texte libre, et ça s'est enrichi au fil des années, et le dictionnaire des francophones récupère ces informations. Mais dans le dictionnaire francophone, c'est une base de connaissances dans laquelle on va plutôt s'intéresser aux relations entre les sens, tisser des liens entre les éléments. Et donc, dans la relecture, quand on a travaillé sur comment allait se mettre en place cette relecture, on a observé comment se faisait sur Wikipédia, sur Wiktionnaire, et puis aussi sur des bases de données, puisque c'est plus proche de ça. Et on a pu animer des tables rondes sur ces discussions-là, et des réflexions collectives sur comment se passe la relecture dans les projets collaboratifs en ligne, pour mettre en place une structure qui permette de veiller au mieux après la mise en ligne de l'information. Et le but, ce n'est pas le contrôle, mais
disons, le but, c'est pas d'entraver la contribution, mais bien de venir après pour l'enrichir. Donc, il y avait tous les cas problématiques que Bernard Sacchellini a mentionnés. Il y a aussi des cas de publicité, hein, de gens qui viennent mettre en avant leur marque, même dans un dictionnaire. Et donc, ça, c'est à nettoyer immédiatement, mais il y a aussi des cas où la zone géographique n'a pas été clairement définie, donc il faut affiner. Ou alors, on n'a pas lié ça avec des mots dont le sens est proche. Et donc, tout le travail de relecture, c'est quand même un travail intéressant à faire. Et on espère motiver les gens, comme les gens sur Wikipédia ou Wiktionnaire qui font ça bénévolement, impliquer des gens qui vont le faire spontanément et qu'on va pouvoir impliquer et qui vont se former au fil de l'eau et intégrer le comité de relecture expert avec comme ça des niveaux d'expertise qui toucheront différentes régions, différents vocabulaires de spécialité ou différents types de contenus, avec des gens plus spécialisés sur les exemples peut-être ou plus spécialisés sur la notation de la prononciation. Ça va se diversifier avec le temps. C'est ça notre enjeu, c'est de monter ce groupe-là de volontaires avancés qui vont enrichir les apports du grand public. Claude pose la question de savoir comment les anglicismes qui sont rentrés dans la langue française pourront être intégrés ou non à ce dictionnaire. Est-ce qu'ils seront systématiquement supprimés? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais Oui, je vais non, peut-être je laisser veux dire, Bernard plutôt. un dictionnaire descriptif. À titre personnel, je regrette certains anglicismes, mais s'ils sont dans la langue, ils sont dans le DDF, naturellement. Ouais. On parlait d'étymologie et il y a des mots qui viennent de l'anglais. Et donc ça, on parle d'étymologie d'origine anglaise. Et puis il y a des mots qu'on traite d'anglicisme, c'est qui sont perçus comme encore étrangers à la langue française. Et cette perception-là est assez subjective. Et on espère qu'au sein du dictionnaire des francophones, il puisse y avoir cette discussion sur est-ce que les termes sont encore perçus comme étrangers ou alors est-ce qu'ils sont intégrés dans le flot habituel de la langue. Et ça va dépendre des régions. Il y a des aires langagières dans lesquelles certains mots sont vraiment encore considérés comme bizarres, comme non français, et d'autres dans lesquels ils ont été adoptés. Le terme week-end, ça choque plus grand monde alors qu'il n'est pas d'origine française, mais tandis que d'autres mots vont plus choquer. Donc on espère que ces espaces de discussion vont permettre de poursuivre et d'avoir des discussions qui ne seront pas toujours apaisées, on l'imagine, mais qui permettront de rendre compte de la vivacité des dynamiques d'emprunt avec les langues en contact avec le français. L'anglais, comme toute autre langue dans l'ensemble des territoires où le français est parlé. Et j'ajoute que le numérique permet de montrer les sensibilités différentes. Tout le monde sait qu'il y a une sensibilité québécoise à l'anglicisme qui n'est pas la sensibilité française. Et donc, par rapport à un anglicisme, on pourra mettre la réaction québécoise qui propose un mot français, et Véronique l'a montré, et la France qui soit adopte l'anglicisme, soit propose un autre mot. Comme il y a parité totale et non-hiérarchisation, on pourra avoir les réactions québécoises, par exemple, et françaises à l'anglicisation. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau, car un dictionnaire de papier est forcément hiérarchique. Il prend un point de vue. Beaucoup de professeurs aussi dans ce webinaire et des responsables pédagogiques de structure. Alors, une question un peu naturelle pour toutes et tous, c'est pouvez-vous nous donner des exemples d'utilisation pédagogique de ce dictionnaire? Concrètement, est-ce qu'il existe des fiches pédagogiques ou du matériel promotionnel qui peuvent être utilisés et mis à disposition gratuitement, par exemple, des enseignants, enseignantes? Je peux prendre la main là-dessus. En fait, il y a les fiches qui ont été déjà développées par Kavilam, avec des niveaux A1, B1, B2 jusqu'à C2, où là, une des premières fiches, il y a le mot bonjour ou salut, comment il est dit dans différents pays, et ça c'est important, parce que c'est le niveau de base. Et l'avantage de la fiche pédagogique, et les fiches aussi qui ont été développées par Kavilam et qui seront aussi repris par l'IFEF sous une autre forme, c'est qu'il y a aussi un outil technologique qui est derrière, qui pourrait enrichir le cours, comme les Padlet, comme un document partagé, où en fait on peut utiliser la technologie du téléphone qui est sur dispositif mobile avec un autre outil pédagogique lié numérique qui peut aussi faire en sorte qu'il y ait un couplage entre les deux technologies. Et donc, du coup, c'est juste optionnel parce qu'on va me dire que dans certains pays, il n'y a pas d'usage d'Internet, c'est difficile d'accéder, etc. Mais c'est aussi une possibilité de le faire qu'on peut aussi changer avec des petits post-it qu'on mettra sur un tableau
Donc, c'est juste un usage. Et donc, du coup, c'est en termes d'usage pédagogique, il y a cet usage-là. Il y a également un usage avec comment conjuguer les verbes, parce que quand on prend, par exemple, le verbe parcoriser, pourquoi on le met au verbe du premier groupe, comment on le conjugue, etc. Et ça fait qu'un verbe qu'on utilise tous les jours, on peut faire une conjugaison plus facile qu'un verbe qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on essaie de le mettre sous forme de conjugaison ou d'autres. D'ailleurs, je peux mettre le lien sur les fiches Kavilam dans le chat. Célestin, qui a été très actif, merci beaucoup dans les commentaires. Donc, j'ai sélectionné une petite question de Célestin. C'est: le dictionnaire des francophones vise-t-il la compréhension entre les communautés au détriment des mécanismes de la langue française? Admirable question. Et il nous faudra l'heure qui vient pour y répondre, bien sûr, car, car l'universalité de la langue française actuelle, enfin, pose la question de la norme. Jusqu'ici, la norme du français standard international, c'était la norme française. Et je dirais même la norme parisienne. Moi qui suis lyonnais, j'ai vécu cela. On m'a imposé une norme. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. Et donc, il y a des usages qui ont même dignité. Il y a des normes. Et le dictionnaire a pour but aussi de le montrer. Il y a des normes, même en syntaxe, en lexique, en morphologie, même je pense aux pronoms nous autres, vous autres, que l'on a en Louisiane, en Acadie et aussi au Québec. Il y a donc des pronoms personnels, des conjugaisons. Il faut le montrer, tout cela. Alors, bien sûr, cela pose un problème pédagogique, car jusqu'ici, on était dans un certain confort. On enseignait au monde entier la norme de la bourgeoisie parisienne éclairée. Bien. Maintenant, il faut montrer aux élèves qu'il y a plusieurs normes qui ont même dignité. D'où difficulté d'enseigner un français pluriel. C'est une difficulté, mais c'est un défi majeur, tout à fait intéressant. Et le DDF est un très bel outil pour montrer la variété et la richesse du français, se confronter à la pluralité des normes. Dans mon discours au début, j'ai parlé de décentrement. Il faut jouer la carte du décentrement. Et Benoît, du Cameroun aussi, qui demande de préciser, alors j'ai vu que Noé y avait aussi répondu en commentaire, en tout cas le lien entre ce dictionnaire et les questions du plurilinguisme ou du multilinguisme, en mettant en avant, alors il précise que c'est un véritable cri du cœur, que vraiment ce dictionnaire ne pourra se diffuser correctement, par exemple au Cameroun, en donnant donc l'exemple du pays dans lequel il habite, que quand il concernera aussi les langues régionales, nationales de pays francophones. Donc ce lien avec le plurilinguisme, le multilinguisme, qu'en est-il? Je suis tout à fait d'accord, hein. À la base, mes études, c'était l'étude d'une langue parlée par une quarantaine de personnes en Amazonie avant d'arriver en francophonie. Donc, je vois tout à fait ces difficultés-là. Mais le chantier a commencé en 2018, le développement informatique en 2019, et on est à peine 2 ans après. Donc, on est encore dans la partie outils monolingues. Et déjà, c'est un enjeu considérable d'avoir un formulaire de contribution complet. Il n'est pas tout à fait prêt. Donc, aller vers un outil, un objet qui permette de lier entre elles plusieurs langues, c'est un enjeu de recherche encore considérable et on en est loin. On en est loin. Après, c'est un enjeu à l'échelle mondiale et on sait que c'est des travaux qui sont en cours dans d'autres langues aussi. Le projet tel qu'il est, le dictionnaire des francophones, ça n'existe pas pour d'autres langues, hein, ce type de modélisation d'information. Même pour d'autres grandes langues du monde, il n'y a pas ce type de base de connaissances et de base de connaissances multilingues non plus. Donc, j'espère que ça viendra, mais en tout cas, ce ne sera pas tout de suite parce que c'est encore un chantier plus gargantuesque que ce qu'est déjà le dictionnaire des francophones.
Merci beaucoup. Il est 17h01. J'aimerais terminer par deux petites choses. Éluard Dia qui propose l'expression littérature. Donc, on l'invite vraiment à abonder, en tout cas, le dictionnaire dans ce sens. Et une intervention que je trouvais pertinente de Nadia et qui pourrait, en tout cas, conclure ce petit échange questions-réponses. Et le dictionnaire des francophones décrit la langue et ses usages. Il n'a pas pour vocation d'imposer la norme. C'est bien ce qui a été, je pense, redit. Il y a un côté à ce dictionnaire que je trouve personnellement aussi, j'espère que vous l'aurez ressenti, extrêmement bienveillant et tolérant. Merci beaucoup, Luc, pour ce travail de modérateur. Merci à nos intervenants. Je regardais encore sur le lien conversé tout ce qui s'est échangé. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui répondaient aux questions déjà dans cette zone-là. Je tiens à vous dire que ce webinaire a été enregistré et qui sera disponible en rattrapage sur le site du centre et je l'enverrai également au site des partenaires pour que vous puissiez le réutiliser. Merci, nous avons atteint nos objectifs. Tous ceux et celles qui ont été impliqués dans l'organisation de ce webinaire partagent la même volonté de mettre en mouvement une francophonie solidaire, plurielle, inclusive. Et je pense que par le dictionnaire des francophones, nous arrivons à atteindre cet objectif. Et je vais reprendre le message que le président Sergueï a fait, donc envoyé à tout le monde, c'est-à-dire contribuer à enrichir le dictionnaire, proposer des mots, parlez-en autour de vous. Nous allons tous en ressortir gagnants parce que cette francophonie, elle doit s'exprimer de façon diverse et surtout être le reflet de la particularité de toutes les communautés qui la composent. Alors, merci encore une fois à tout le monde. Merci à Noé, à Luc, à Mona, à Véronique, à Bernard et à Nick. Et également à l'équipe du Centre de la francophonie des Amériques qui a organisé ce webinaire. Je pense à Rémi, je pense à Erika, je pense à Flavie, également notre nouveau président directeur général qui est un Acadien du Nouveau-Brunswick, Sylvain Lavoie. Alors, merci à tous ces gens. Et finalement, je vais aussi parler du coprésident du Réseau international des maisons de la francophonie, Christian Philippe, qui aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui, mais qui est actuellement en mission en Afrique. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.